Hello à tous, bienvenue dans History of Honor, le seul podcast français qui retrace l'histoire de la Ring of Honor. Je suis Joe et pour m'accompagner maintenant, comme chaque semaine, vous en avez pris l'habitude, Romain Zeiken est avec moi. Bonjour Romain. Bonjour, bonsoir, hein, les Bonjour, gens qui bonsoir. vont nous écouter à toute heure de la journée. Content d'être là, content de parler de Michael Shane, on va pas se mentir, hein, on est là pour ça. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, ça va très bien, et toi? Ben, ça va très bien, content aussi d'être de retour et comme le disait dans un commentaire lors de l'épisode précédent, à peine 23 secondes et vous parlez de Michael Shane. Eh bah ouais. Je crois que là, on a fait encore mieux. Et vous en avez aussi l'habitude parce qu'il est avec nous maintenant à chaque épisode. C'est le Dr Zork. Bonjour, bonsoir à toi. Bonjour, bonsoir, Félix, Docteur Zork, Catch, le seul mec qui en soirée disserte pendant des heures sur l'homosexualité au sein de la Ring of Honor. Est-ce que Et il y a, ça va bien? et il y a des choses à Ça- dire hein, sur ce sujet. Je finis Oui, toujours par parler tout seul, mais c'est une de yes. mes passions, je peux pas m'en empêcher. Eh ben, ça va très bien, merci. C'est vrai qu'il y a, allez, on va dire, malheureusement, un peu trop de choses à dire. Comme chaque épisode, où on a pris l'habitude, on vous remercie pour vos écoutes, pour vos partages, pour vos commentaires sur les épisodes précédents. Vous pouvez retrouver le podcast comme d'habitude sur YouTube, sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et nous retrouver pour suivre toute l'actualité et les sorties du podcast sur Twitter avec Wrestling with Honor. Pour ce numéro, on a décidé de se concentrer, on vous l'a dit dans l'épisode précédent, on va finir tranquillement déjà cette première année 2002 de Ring of Honor. Et donc, on a décidé pour ce numéro de se concentrer sur deux shows en un épisode, c'est-à-dire qu'on va vous parler du premier show qui sera le Scramble Madness, et ensuite on vous parlera de la Night of the Butcher, donc la nuit du boucher, qui verra un main event très surprenant, mais ça on vous le garde pour le main event de cet épisode. Pour commencer aujourd'hui, on s'en va donc Scramble Madness. Le show avait lieu le 16 novembre 2002. Au commentaire, Chris Lovey et Jeff Gorman, comme d'habitude ces derniers temps. Nous avons quitté Philadelphie et nous sommes retournés dans ce bon vieux Massachusetts, à Wakefield. La Ring of Honor s'éloigne donc pour la deuxième fois du Murphy Rec Center de Philadelphie. On va commencer ce show avec quelques petites promos. Voilà, puisque la Ring of Honor a décidé sur ces derniers numéros de nous habituer à ça. Quelques petits segments backstage avant de lancer son show. Alors, la petite chose à savoir, c'est qu'il y a des segments backstage que vous pouvez retrouver sur le Honor Club. Donc, si vous regardez la version on va dire, légal des shows, le Honor Club, à 9,99 par mois. Vous pouvez retrouver une grande partie des shows qu'on va vous présenter. Et il existe aussi des versions DVD avec là des choses que vous ne trouvez pas toujours sur la version Honor Club. Bon, là, pour faire simple, le show va débuter avec la prophétie, avec notamment Christopher Daniels qui va, dans la version DVD, allez, va se réjouir de ne pas avoir à défendre les ceintures ce soir. Et Simply Lucius, qui est avec eux, va rappeler notamment à Xavier que la dernière fois qu'il était dans un match sans titre, ce qui sera le cas aujourd'hui, eh ben, il a perdu. Daniels dit que lui veut remporter le trophée du challenger numéro un un peu plus tard dans la soirée pour garantir à la prophétie de ne jamais perdre ce championnat. Et si vous commencez la version du Honor Club, vous verrez tout de suite Samoa Joe dire à Daniels qu'il ne le paye pas assez pour enfreindre le code de l'honneur et donc que lui se concentre uniquement sur le fait de battre Homicide. On avait fini le dernier épisode avec Homicide qui avait planté une fourchette dans l'œil de Steve Corino, All-Star Extravaganza. Euh, Match d'ouverture, un petit match par équipe. Voilà, parce que c'est ce qu'on aime ici, les matchs par équipe. Un petit match par équipe avec Jay Briscoe et Amazing Red qui vont affronter une équipe complètement surprenante puisqu'ils vont affronter Christopher Daniels et Marc Briscoe. On rappelle juste que si Marc Briscoe peut lutter ce soir, c'est parce que nous ne sommes pas à Philadelphie et par rapport à son âge, donc il a le droit de catcher dans d'autres États. Qui veut se lancer ce petit match par équipe? Allez, qui dit équipe en général, vous en avez l'habitude maintenant, dit Zork. Et pour une fois, je suis content de parler d'équipe à la ROH. On commence à rentrer dans une période qui est un peu plus sympathique à ce niveau-là. Donc, l'histoire, on l'a su depuis un petit moment. Jay Briscoe, Mark Briscoe, des petites dissensions entre les deux frères. La dernière fois qu'on est passé du côté de Boston, ça s'est tatané entre les deux dans un très bon match.
Mais tout n'est pas réglé entre eux, donc on se retrouve avec un Jay Briscoe et un partenaire mystère contre Mark Briscoe et un partenaire mystère. Jay Briscoe qui va donc chercher son grand ami Amazing Red qui est clairement l'un des mecs les plus over du show, on le dit pas assez. Chaque fois qu'on parle d'un épisode, qu'on voit Amazing Red qui passe, qui fait toujours un, deux, trois matchs, le mec s'arrête jamais, le mec fait toujours que des dingueries, là il fera toujours la même. Donc vraiment, grosse équipe de babyface en face, Mark Briscoe qui va donc voir arriver Christopher Daniels s'est révélé donc qui rejoint le clan heel dominant de la promotion. Ça fait donc un très bon opener qui pose pas mal de jalons, qui nous montre des gros babyface, qui nous instaure donc ces gros heels. Donc une confrontation assez classique sur les dynamiques pour un opener, mais on n'en demande pas plus. Puis, bah, tout le monde est très solide sur le ring, donc franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. C'est cool, c'est que c'est un. Je dis souvent que les storylines les plus courtes sont enfin les plus courtes, les plus simples sont les meilleures. Et là, c'est super. Parce qu'on a d'un côté voilà, de Prophecy qui recrute à droite à gauche et qui corrompt, on va dire, les catcheurs les plus influençables. Et de l'autre côté, tu as Marc qui est tout jeune et donc tout influençable et qui est en froid avec son frère. Du coup, tout naturellement, il rejoint le camp des méchants. Voilà, c'est simple, c'est linéaire, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin de complexifier les choses pour rien. Et donc, ça marche très très bien. Et pour ce qui est du match en lui-même, bon, très bon même s'il souffre un peu de ce petit truc qu'il y a dans les shows de catch, pas que Ring of Honor, mais dans les shows de catch américains de manière générale, où vu que l'opener doit un peu être ambitieux, il se veut souvent un peu long. Et là, je trouve que ça a duré plus d'un quart d'heure. Ok, je comprends que pour le premier match, faut envoyer un peu le bois, mais là, ils auraient fait 10 minutes, ça aurait été parfait. Est-ce que c'est pas, moi la question que je me suis posée, c'était difficile déjà de me rappeler de tout, mais est-ce que c'est pas l'un des tout meilleurs quand même openers qu'on ait eu dans un show Ring of Honor Si, jusqu'à de la maintenant? première, ouais, de la première période, clairement. J'essaye de réfléchir. En opener vraiment solide qu'on a pu avoir, on a eu le Prophecy contre SAT lors d'Inscripted, mais qui était un peu court. On a Amazing Red qui a fait des trucs vraiment pas mal. Hmm, Peut-être. Non, il y a aussi le Daniels contre American Dragon, Oui, c'est vrai. contre Ouais. Robin Challenge. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir débat entre les deux. On sentait qu'il s'en gardait un peu sous le coude lors du Daniels American Dragon. Là, on a peut-être moins cette sensation. Mais est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas. Mais disons que ça se bat entre deux, simplement. Ce match va se terminer avec une victoire de la prophétie, donc Christopher Daniels et Mark Briscoe avec le last right de Christopher Daniels. Donc la victoire pour ses débuts dans le clan pour Mark Briscoe aux côtés de Christopher Daniels. On part vite fait en backstage avec les Special K pardon, qui sont là, qui visiblement essayent de se rappeler de ce qui s'est passé au dernier show, le Star Extravaganza, qui ont l'air dans un état un peu second. Voilà. Il y a Alexis Larry qui vient un peu leur crier dessus. Bon, ça mène à pas grand-chose. Voilà, c'est genre de segment un peu oubliable. Un segment, par contre, une promo qui ne l'est pas, c'est notre bon vieux Steve Corino. On en a parlé en début d'épisode. Steve Corino, si vous avez écouté l'épisode précédent, il a terminé le show All-Star Extravaganza en se faisant planter par Homicide avec une fourchette dans l'œil. Là, on le voit. Donc, c'est une promo qui avait été enregistrée. Il explique que Homicide lui a flingué l'œil, hein, en le poignardant avec sa fourchette à la fin du dernier show et qu'il va quitter Ring of Honor parce que aucun respect de la part de la compagnie et que en plus de ça, il a un travail à plein temps au Japon où là-bas on le respecte, où là-bas il peut vraiment faire du catch. Et en gros, il met en garde Homicide en disant qu'un jour ou l'autre, il devra payer. Voilà, on va passer, on vous l'a dit, ce show-là, on va pas forcément en parler complètement sur tous les combats. Par contre, je vais laisser Zork parler de deux, trois petites choses qui sont passées durant le show. Est-ce que tu peux, aller en quelques minutes, nous résumer un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à arriver dans les combats un peu intéressants sur la fin? Un petit tour de ce dont on ne va pas parler très longtemps. Et ça tombe bien parce qu'on va commencer par quoi? On va commencer par le second match.
On va commencer par Mace. Mace qui représente donc la Christopher Street Connection, compagnie d'Alison Danger, qui est toujours dans cette story avec Alexis Larry. Alexis Larry qui est donc l'ancien nom de Mickey James, qui à l'époque n'était pas très pro-lesbienne, il faut croire. Peut-être parce que ça tourne un peu au harcèlement sexuel, ce qui est un peu, ce qui est un peu ironique quand tu vois dans quelle storyline il va se retrouver un peu plus tard. Mais donc, petit match très court entre Mace et Alexis Larry, victoire d'Alexis Larry, qui se termine avec Mace qui se fait choper le paquet parce que, bon, il y a bien un moment où on doit se venger de cette sexualisation à outrance. Mais vous inquiétez pas, on termine quand même le match sur des questions de lesbianité. Passons très vite à autre chose. Xavier contre Jeremy Lopez, match où le titre n'est pas en jeu. Victoire bienvenue, on va dire, de Xavier qui permet un peu de se construire. Passons à la suite. Dead Squad qui ont fait face à Mamalouk et Matt Thompson. Donc Mamalouk qui, même si il a dû abandonner le gimmick de FBI, il a toujours sa tenue. De ce côté-là, ça stagne un peu. On a, euh, on a Matt Thompson qui fait des choses plutôt sympas, qui est plutôt grand pour un cruiserweight. Donc c'est des choses qui sont un peu sympas à voir de temps en temps. Et dont on n'a plus jamais entendu parler après ça. Il est vrai. Il a disparu, ce mec, un peu dommage parce que pas le pire, mais il a vraiment disparu. Profitez bien de ces paroles de Zork, Mais, parce que ce mais sera les voilà, dernières. c'est voilà, c'est ça, c'est un caméo qu'il a fait. Félicitations à lui. Le peu qu'il a fait était sympa. On aurait bien aimé en voir plus. Dommage. Donc après, petit serrage de main à la fin du match qui va permettre un peu de storytelling. C'est le truc sympathique avec le serrage de main. C'est que on n'a pas à se cantonner à simplement serrer la main en regardant l'adversaire dans les yeux et être sympathique. Ça peut servir à raconter des choses. Mais ça prouve à quel point le match était intéressant si la seule note que j'ai, c'est le serrage de main à la fin est sympa dans le storytelling. Ensuite, petit scramble tag. Donc, spécial cas, donc, il y a beaucoup de monde. Difficile de savoir qui est qui, mais en général, ça fait des trucs plutôt fun. En face, on a Divine Storm, on a les Massimos et on a Amazing Red pour son second match. Donc, c'est le match habituel par équipe. On peut voir la team de New York hein, sur chaque show et dont maintenant seront également habitués spécial cas. C'est le spot fest. Ça va dans tous les sens. Les règles sont pas très claires. On a quelques spots vraiment très cool. Et ça faisait longtemps que j'avais pas arrêté un match juste pour prendre des gifs qui me font kiffer, alors que c'est pas pour moi-même essayer de reproduire les choses. Vraiment, là, il y a des trucs qui sont vraiment très fun, genre un dive à 5 par spécial K où il y a une belle synchro, un quintuple dropkick glissé sur des ranges par la team de New York, un quadruple Enzigiri, un quadruple Air Bomb, un quadruple Moonsault. Bref, les mecs se sont fait plaisir. Il y a quelques spots marrants, mais en dehors de ça, ce match sera oublié. Enfin, un petit Samoa Joe qui s'établit un peu plus comme une menace, qui va défoncer le, euh, le Ring Crew Express en moins de 2 minutes. On établit ce bon vieux Samoa Joe comme une grosse menace. Rien de plus à dire. Enfin, le Carnage Crew qui affronte Alex Arion, Don Juan et Fast Eddie. Ce match-là, je n'ai absolument rien noté. Aucun intérêt. Je vous repasse le micro. Match sur lequel on va s'arrêter, c'était le Tag Team Boston Street Fight. Pourquoi on va s'y arrêter? Parce que ça va être le moment pour nous de vous parler de quelqu'un dont vous avez l'habitude de retrouver dans ce podcast. Finalement, j'ai presque envie de vous dire, c'est le seul endroit au monde où vous avez l'habitude de le retrouver. Ce sera un match en équipe, Paul London et Rudy Boy Gonzalez contre Biohazard et Michael Shane. Donc, Ah, c'est le moment Michael Shane. alors, on fait un rappel pour ceux au fond de la classe qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas écouté ce qu'on dit 40 fois par épisode. C'est que si vous trouvez ça étrange qu'un catcheur s'appelle Michael Shane, parce que ça sonne un peu comme Shawn Michaels, hein, bah c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, il s'agit de son cousin. Donc Shawn Michaels, Michael Shane. Michael Shane, Shawn Michaels. C'est incroyable, ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois. C'est fou. Mais Qui veut se lancer sur ce Tag Team Boston Street Fight?
Ah bah on laisse le spécialisé On tag laisse le team, hein. spécialiste des tag team. Allez. Il est lancé de toute façon. Donc. Bah, let's go, surtout que là, c'est vraiment une des storylines importantes de la Ring of Honor, importante entre guillemets, dans le sens Mhm. où elle prend quand même pas mal de temps d'antenne depuis le début et assez régulièrement. C'est assez simple. Zaïkan nous disait qu'il aime les histoires simples, bah là, vraiment, on fait assez basique. Paul Exactement. London et Shane sont tous les deux issus de la Texas Wrestling Academy, donc tenue par Shawn Michaels et Roddy Boy Gonzalez. London, c'est le bon élève. Michael Shane, c'est le trou du cul au fond de la classe. Et donc, du coup, les deux ne s'entendent pas et ont décidé d'essayer de se buter à de multiples occasions. Du côté de London, forcément, c'est le chouchou. Il a le professeur, il a Roddy Boy Gonzalez. Du côté de Michael Shane, on a Biohazard, un autre élève, qui d'ailleurs, c'est à peu près, il me semble que c'est à partir de ce show que les fans commencent à le surnommer Milouz. Parce que aux yeux des fans, c'est juste un suiveur. Et le surnom me fait gaulerie, donc voilà, bravo eux. Au niveau du match, c'est pas forcément la confrontation la plus intéressante qu'il y a pu avoir entre les différents gars ici. On est sur un match qui ne respecte pas le code de l'honneur. On est juste là pour régler les conflits de manière saine, on va dire, c'est-à-dire en traversant des tables et en se frappant avec des échelles. On va dire que ça se règle comme ça doit se régler. Ça conclut la rivalité. C'est très loin d'être le meilleur match entre Shane et London, malheureusement. Mais au moins, c'est fait. Je pense que c'est bien. C'est ce qu'on peut se dire. Au moins, c'est fait. Moi, j'avais noté sur ce match parce que je l'avais regardé plutôt par curiosité parce que voilà, c'était Michael Shane, je dois avouer. Que Michael Shane et Paul London, effectivement, c'est pas la meilleure opposition qu'ils aient eue, mais ils sont tellement au-dessus par rapport à leurs partenaires que quand Rudy Boy Gonzalez et Biohazard sont dans le ring, pfff, c'est un peu dur. Heureusement, là, pour le coup, ils sont un peu sauvés par la stipu, les deux autres, parce que c'est un street fight, mais sinon, ouais, c'est un peu dur quand même. Mhm. Et une belle victoire, quand même, Ouais. de Paul London et Rudy Boy Gonzalez, du coup. C'est ça, London qui tape un magnifique shooting star Ouais. press pour terminer. Et tu disais, oui, clairement, London et Michael Shane bien au-dessus Mm, mm. des deux autres. Mais c'est le truc avec Rudy Boy, c'est connu. Rudy Boy n'a jamais été un très bon catcheur. Et même, il y a enfin, il y a eu pas mal de conflits autour de lui, comme quoi il essayait de tirer sa couverture à lui au sujet de ses élèves, etc. C'est probablement un mec qui a pas forcément la carrière qu'il aurait voulu et qu'il a pas forcément très bien vécu. Mais, euh, mais on ne peut pas nier que pas mal de gens qui sont passés entre ses mains, on ne sait pas à quel degré, mais pas mal de gens qui sont passés par cette école en ont sorti une belle carrière. Donc on peut au moins lui reconnaître ça. On va passer maintenant aux trois, déjà plus que trois matchs sur cette carte, mais aux trois matchs qui nous intéressent. Le premier, ça va être Homicide contre Samoa Joe. À noter que c'est le tout premier match en solo de Homicide, même s'il avait catché une fois mais dans un match par équipe sans partenaire. C'est le premier match en solo de Homicide. Il affronte Samoa Joe parce qu'on l'a dit un petit peu précédemment, pardon, Samoa Joe est un ami de Steve Corino et au vu de ce qui s'est passé à All Star Extravaganza, voilà, les deux se retrouvent dans le ring aujourd'hui. Homicide, Samoa Joe, et bah vas-y, Zeken commence. Un petit match sympatoche, 10 minutes pile, 10 C'est ça. minutes tout rond. Ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans cette espèce de tournant où, en fait, à mon avis, les responsables de Sharing of Honor se rendent compte que Homicide, malgré le personnage, on va dire, il n'a pas forcément besoin d'être dans des street fights H24 où ça part en dehors du ring, tout ça. En fait, je crois qu'il commence à se rendre compte que le mec sait catcher et sait catcher très bien et qu'en fait, sa place, finalement, c'est peut-être être justement dans le ring, de rester dans le ring et de s'appliquer à faire, bon, pas des classiques parce que c'est un grand mot encore, il en fera plus tard, hein, des classiques, mais il commence à réaliser que sa place, en fait, c'est avec les Danielson, les Joe et les mecs qui sont des catcheurs purs, en fait. Donc c'est intéressant pour ça, en fait. Faut voir ce match au moins pour ça, pour se rendre compte de ce qu'est en train de devenir Homicide. Ouais. Et puis la confrontation est sympathique hein, quand tu mets deux mecs comme ça et que tu les fais se rentrer dedans. Ouais. Ça donne des trucs plutôt fun.
Toujours, on a Samoa Joe qui est peu un peu introduit au public de la ROH, qui est toujours très impressionnant, qui utilise très bien son gabarit, qui envoie des parpaings, mais c'est un plaisir. Après, peut-être un peu plus circonspect sur la fin du match. C'est le genre de match qui donne envie d'en voir plus, mais pas forcément de la bonne manière. Il y a des matchs où à la fin, tu te dis c'était très cool, mais je veux en voir plus. Là, c'est plus un c'est tout. Mais malgré ça, le match reste tout à fait regardable, tout à fait sympathique. Et la fin vraiment décevante avec un petit schoolboy qui semble un peu surprenant dans la construction qu'on commence à voir autour de Samoa Joe. Ce qui fait que la confrontation sera sûrement oubliée, mais le match n'est pas désagréable à voir. Mm. C'était carrément ça, moi, que je m'étais noté en note de fin de match. C'était que le match était très cool, mais court. Je pense que c'est plutôt bien résumé ce que vous avez dit. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez le regarder sans souci, 10 minutes, vous allez en vouloir plus. Malheureusement, il restera pas on ne se rappellera pas spécialement, si ce n'est que bah, c'était voilà, la première fois qu'ils se rencontraient en un contrat chez Ring of Honor. Euh, on passe au match d'après. AJ Styles qui va affronter Christopher Daniels et remettre en jeu le trophée du challenger numéro 1 qu'il avait gagné. On rappelle dans l'épisode précédent, il avait battu à la fin d'un gauntlet. Un gauntlet, on vous rappelle, il y avait une pause avec un fameux Tommy Dreamer qui s'était pointé dedans. AJ Styles avait remporté ce trophée face à Bryan Danielson. Et Zork, vous l'avez expliqué, à l'époque, ce trophée, il fallait le défendre jusqu'au moment où vous allez avoir votre match de championnat. Vu que c'est pas tout de suite, AJ Styles le remet en jeu donc contre Christopher Daniels, qui un peu plus tôt, on vous le rappelle, avait dit qu'il allait gagner afin que le champion étant Xavier, le titre Ring of Honor reste dans les mains de la prophétie. AJ Styles contre Christopher Daniels, qui veut se lancer? Bah, je peux commencer. Euh, c'est c'est marrant parce que bah, quand on connaît ces deux-là, on sait que des affrontements, il y en a eu je ne sais combien. C'est mignon même de se dire voilà, ils sont. C'est pas leur premier, hein, par contre, c'est pas leur premier, et même chez Ring of Honor, c'est pas leur premier match, mais c'est marrant de les voir là parce qu'il y a. C'est une phrase que je dis souvent, mais pour le coup, elle est vraie. Il y a déjà tout, en fait. Il y a déjà tout. Euh, Bon, Daniel, est un peu préoccupé par sa storyline, donc du coup, il y a un côté interaction avec le public qui se fait plus ressentir. On est un peu moins dans le catch à balles, mais ça reste quand même très très cool. Et comme je dis, c'est fun en fait. C'est marrant de les voir à cette époque catcher l'un contre l'autre. Rien que pour ça, ça vaut le détour. Il y a un truc pendant le match qui m'a fait gaulerie. C'est un moment où Christopher Daniels drop AJ sur une barrière et la barrière plie. Oui, Ouais, oui, oui. Et en fait, c'est le genre de petit truc qui te fait gagner, enfin, qui te fait dire putain, ça doit péter et tout, alors qu'il se passe quasiment rien. Et en fait, c'est ça qui est ouf avec les deux, c'est qu'ils peuvent pas faire, ils ont pas besoin de faire grand-chose. Et tout de suite, tu te dis, les mecs ont vraiment envie de gagner, vraiment, tu as ce sentiment d'urgence, de volonté d'aller prendre la victoire sur à peu près tout ce qui se passe, même quand c'est deux, trois coups comme ça. Mais le truc, c'est que les mecs collent les accélérations au bon moment, et ça va rendre un match vraiment excitant. Donc, ce qui fait que là, on parlait de match un peu long, qui parfois pour 15 minutes pouvait paraître un peu long. Là, c'est 15 minutes, mais qui passent tranquille. ouais. Les rebondissements vont vraiment bien dans tous les sens, au bon moment. Les deux mecs ont des styles qui se complètent, mais qui sont un peu différents. Chacun a clairement un plan de jeu. Eiji qui va essayer d'être plus aérien, là où Daniels, il essaye de le garder un peu plus au sol, mais à des moments, on se rend compte que lui aussi doit accélérer pour atteindre le même niveau et réussir à le rattraper. Vraiment, on a des setup payoff dans tous les sens, beaucoup de contres, de très jolies choses. Et vraiment, la fin qui se termine sur un Daniels qui tente un sunset flip contré en Sales Clash, vraiment du bonbon pour les yeux. Et c'est marrant dans ce que tu dis quand tu dis Daniels et Jay ont des styles différents. Il y a ce super kick que Jay Styles lui met quand Daniels veut justement un peu voler
par au-dessus des barrières à l'extérieur du ring et il se fait contrer par un super kick assez incroyable de AJ Styles. Comme tu l'as dit, victoire de AJ Styles avec le Styles Clash. Petit match de 15 minutes. Voilà, petit match de 15 minutes qui passe très très bien. AJ Styles reste challenger numéro un et il ira défier Xavier au prochain show, donc pour le titre de la Ring of Honor. Avant de passer au main event, parce que ce match en fait se termine là, mais il y a un petit après-match. Xavier et Marc Briscoe qui rejoignent Christopher Daniels pour tabasser justement AJ Styles, essayer de le diminuer avant le futur match. Jay Briscoe va venir faire le save, ça va pas suffire. C'est donc Amazing Raid et les frères Maximo qui vont faire fuir un peu la prophétie. Et ça se terminera avec AJ Styles qui portera le Styles Clash sur Xavier. Voilà pour la petite image de fin. Avant de passer au main event. Un main event, qui était un Iron Man match de 30 minutes entre Bryan Danielson et Doug Williams. Amis fans de catch au sol, c'est votre moment. Alors là, là c'est mon tour. Ça, c'est mon J'ai tour. même pas demandé c'est qui il a pris la parole tout de suite. Celui-là, il est pour moi. Non, moi, je vais faire une petite confession qui est pas honteuse, mais qui n'est pas formidable, en fait. En tant que fan de catch, euh, moi, j'ai toujours aimé le catch technique, mais j'ai toujours aimé certains catcheurs. J'ai toujours eu mes préférences. Et même en tant que catcheur, quand on voit la manière dont je travaille dans le ring, on pourrait être à même de dire, ah ouais, mais toi, tu dois adorer Bryan Danielson. Pour ça, Et il ben, faudrait que des gens te voient travailler dans le ring. c'est vrai, déjà, bouquez-moi plus. Euh, Oh, mais King pour Zaken. je vais faire un aveu, qui est un aveu un peu bizarre, c'est que je n'ai jamais été fan de Bryan Danielson. Vraiment, je n'ai jamais compris l'obsession des gens pour Bryan Danielson, même si je lui reconnais des qualités indéniables. Ça n'a jamais été quelqu'un qui m'obsédait en termes d'être fan de catch. Ceci étant dit, il y a une période de la carrière de Bryan Danielson que j'aime plus que tout. Et c'est justement cette espèce de période 2002-2004. C'est-à-dire juste avant qu'il commence à s'approcher du titre en fait, chez Ring of Honor, parce qu'il va être champion en 2005. Mais cette période juste avant, c'est-à-dire cette période quand il n'est plus sous la tutelle de la Texas Wrestling Academy et où il n'est plus dans le territoire de développement de la WWE, cette espèce de moment où il revient sur le circuit indépendant et il commence à se faire les dents chez Ring of Honor, cette période-là, où il a souvent une espèce de tenue bleue, là, avec, où il n'a pas encore de kickpad, il a justement des bottes de catch à l'ancienne, cette période est ma préférée. Tout ce que j'aime, enfin tout ce que je peux aimer chez Bryan Danielson se trouve dans cette période et ce match en est la plus belle illustration. C'est magnifiquement maîtrisé, c'est superbement technique, ça dépasse pas trop les bornes dans la mesure où il passe pas non plus 20 ans par terre à échanger des prises de soumission. Ça prend de la vitesse quand c'est nécessaire. Il y a du dynamisme, il y a des spots où oui, il y a même des trucs de la troisième corde. Il y a notamment une super souplesse arrière depuis la troisième corde qui est du coup bel effet. Euh, il y a bien évidemment de la psychologie à balle. Il y a des prises de soumission et là, il faut rendre hommage à Doug Williams que encore aujourd'hui, je ne vois toujours pas sur le circuit européen. C'est-à-dire, il a vraiment sorti des trucs dans ce match que visiblement personne n'a osé ressusciter depuis. Les deux se comprennent magnifiquement bien. C'est de l'improvisation et en même temps, tu sens aucune hésitation. Je vais pas révéler le score final parce que je veux pas trop spoiler, mais c'est marrant d'ailleurs d'avoir un score pareil et d'avoir en même temps un match aussi palpitant. On voit pas le temps passer. Ça dure 30 minutes, on voit absolument pas le temps passer. Il y a une superbe progression, tant au niveau de la psychologie qu'au niveau des spots. Euh, et je trouve qu'en plus, ça c'est le petit truc que je trouve bien particulier, c'est qu'il y a une vraie gestion justement des prises à risque. C'est-à-dire, il y en a, c'est pas que du travail au sol, il y a des prises à risque, mais elles sont amenées de manière progressive et de manière complètement maîtrisée. C'est de la super cam, c'est 4 étoiles et demie pour moi. Euh, et même si à supposer que vous aimez pas le catch technique, il faut vraiment, vraiment mater cette rencontre. Ça vaut vraiment le détour. Le seul point négatif du match, c'est les 4-5 mecs qu'il y a au premier rang et qui ont l'air de se faire chier, mais à un Oui. niveau pas possible, alors que le reste de la salle est en feu. C'est d'ailleurs très bizarre. Les mecs sont au premier rang. Ils ont le meilleur siège de toute l'aréna. Ils ont l'air de se faire chier comme pas permis. Dégagez ces gens. Ils ne méritent pas d'être là.
On aurait dû me mettre moi à la place à l'époque. Alors, je sais pas quel âge j'avais en 2002, j'avais quoi? J'avais 9 ans. Bon, j'aurais bien les mettre là, à cette époque, parce que vraiment, c'est un super, super match. C'est peut-être même mon match préféré de Ring of Honor jusqu'à présent. Parmi tous les shows qu'on a chroniqués jusqu'à présent, je pense qu'il y a qu'un seul match qui me plaît autant de cette première période, c'est le fameux Loki Samoa Joe. On est sur un Iron Man. Et très souvent, le problème que j'ai avec ce genre de show, enfin avec ce genre de match, c'est que on se retrouve souvent avec des matchs qui n'ont pas d'intérêt sur une grande partie, sur allez, une première moitié, et Ouais. vraiment une fin où tout est rushé, où là, il y a vraiment un sentiment d'urgence, où là, les catcheurs se réveillent et décident qu'il est peut-être temps de gagner un peu quand même, parce que bon, après tout, on est là pour ça. Là, le match fait 30 minutes, mais de la première à la dernière minute, les deux mecs sont là pour prendre la victoire. Mm. Le travail est progressif parce que forcément, tu vas pas commencer frame 1 à mettre tous tes meilleurs parpaings et, histoire d'être crevé au bout de 2 minutes. Tu sens que les deux ont un plan de jeu. Les deux sont des techniciens et se disent il va falloir que je travaille de telle manière que je le sape peu à peu comme ça. Et ils vont suivre ce plan de jeu et ils vont s'adapter et ils vont suivre le flow. On voit une évolution, notamment dans le catch de Danielson, qui peu à peu va devenir un peu plus violent, un peu plus sournois, qui va aller chercher le travail de la nuque, ce qui va peu à peu grimper pour amener au premier pin. D'ailleurs, petite mention à Gabe qui précise à 18 minutes, quand il y a le premier pin, qui précise le temps qu'il reste, ce qui est toujours très intéressant. Et, euh, et là, tout de suite, on n'a pas juste un mec qui vient de prendre un pin et qui se dit oh là là, bon, on est à la moitié du temps, peut-être que. Non, tout de suite, tu sens un sentiment d'urgence. Williams sait il reste que la moitié du match. Il est en train de perdre. Alors à partir de maintenant, il faut prendre la victoire à n'importe quel prix. Et vraiment, ce sentiment d'urgence, cette volonté d'aller chercher la victoire, c'est quelque chose qui, moi, tout de suite, me fait rentrer dans un match. À partir du moment où on n'est pas dans cette volonté d'être dans une confrontation, où on n'est pas dans cette recherche vraiment du combat et de la victoire dans le combat, c'est difficile de suivre un match long. Et là, c'est un problème qu'on n'a absolument pas. Les 30 minutes passent très vite, très facilement. On a vraiment à boire et à manger. Comme Zaiken disait, on n'est pas juste sur du travail au sol, sur du travail technique. Il y a des moments où d'un coup ça part, on va chercher des rolling German, des chaos theory, une super backdrop souplex qui arrive sur la fin, qui donne envie de mourir tellement on ne respire plus. On a des contres, le Cattle Mutilation d'American Dragon qui jusque-là a été vendu très très fort, qui est contré par Doug Williams. Vraiment rien que ça arrive en plein milieu du match. C'est juste un Cattle Mutilation qui est contré. C'est une prise qui est pas si impressionnante que ça, mais dans ce match, vu comment ça a été construit jusque-là entre eux, vu comment le Cattle Mutilation a été vendu, j'ai popé. J'ai popé alors que le contre était pas le truc le plus impressionnant qu'ils peuvent faire du match, que la prise de Le Cattle lui-même est pas la prise la plus impressionnante, mais ils ont su construire le truc magnifiquement. Et la fin qui arrive avec une soumission qui est posée et on sait qu'il ne reste plus que quelques secondes. Les catcheurs dedans le savent. Un qui se dit il faut que je fasse absolument abandonner avant la fin, l'autre qui est en mode même si je dois mourir, je dois juste me retenir de taper pour encore un peu de temps. Et vraiment, on arrive donc sur cette fin en apothéose, fin du temps. D'un coup, tu sens que la salle reprend sa respiration et ça explose. Vraiment, très bon match, très cool. Les deux mecs sont des tueurs. C'est ce que tu dis, le premier tombé arrive à 18 minutes et 30 secondes exactement. Et ce sera le seul tombé de toute façon de ce match, puisque Brian Danielson va battre Doug Williams sur le score de 1-0. Effectivement, avec cette fin, moi que j'ai adoré avec le clipper, je crois que c'est un clipper crossface que C'est porte ça. Williams sur Danielson. Et moi c'est le genre de finish pardon, que j'adore. Des finishes en prise, pas avec, voilà, peut-être des fois la fatigue, machin, les mecs sont KO ou se laissent un peu, puis voilà,
on a 4-5 secondes qui tombent comme ça, non. Là, le mec qui veut pas abandonner et l'autre qui lâche tout pour les 3, 4, 5 dernières secondes, ça, c'est clairement le genre de truc, moi, que j'adore dans ce genre de match. Euh, Brian Danielson, donc bat Doug Williams. Ce match qui était une revanche, on en avait parlé dans quelques épisodes précédents du show Road to the Tyler, Ouais. où Doug Williams avait battu l'American Dragon. D'ailleurs, on l'appelle Brian Danielson pour la toute première fois dans un show Ring of Honor ce soir là, à Scramble Madness. Justement, l'après-match, Danielson qui va dire à Doug Williams que personne dans sa carrière ne le bat deux fois. Donc voilà, ils sont à partout. Il offre une revanche à Doug Williams. Il lui dit à un moment, quelque part, on aura une revanche. Et Doug Williams, un peu déçu, qui va lui proposer un match, un two of the free falls, donc un match au meilleur des trois tombés. Euh, Match incroyable. Comme le dit, moi, c'était ma note que j'avais mis. Comme le dit Romain, même si vous n'êtes pas fan de catch au sol, tout ça, peut-être que vous l'apprécierez pas autant que nous, mais allez le voir quand même, parce que il y a des choses effectivement qu'on retrouve dans ce match. Et si vous regardez par exemple pas forcément de catch japonais, il y a plein de choses que vous n'avez pas dû retrouver sur le circuit américain bien Et, après. et dans le fond, en plus, il y a un truc qui est super, c'est que là, j'ai fait un peu mon focus sur Danielson parce que, comme je disais, à la base, je suis pas fanatique de ce mec-là, mais là, il brille. Mais dans le fond, je trouve que le mec qui est encore plus surprenant dans ce match, c'est Doug Williams. Parce que Doug Williams, si vous le connaissez pour on va dire, ses 10 dernières années de carrière, vous voyez un mec qui est vraiment poids lourd, qui est assez stock et qui, du coup, qui envoie des grosses prises et des portées. Et là, en fait, il est plus jeune, il est beaucoup plus mobile, il est en mode innovation à fond. C'est la meilleure carte de visite du monde pour Doug Williams, ce match. Ouais. Deux petits. On va, après, on va vous donner les trois meilleurs matchs à voir pour cette soirée. Deux tout petits segments pour finir le show, parce que Ring of Honor maintenant est habitué à ouvrir les shows avec des segments et à les finir avec des segments. Là, on en a un avec Samoa Joe notamment, qui, euh, où Christopher Daniels pardon, demande à Samoa Joe où il était tout à l'heure quand les frères Maximo, Amazing Red et Jay Styles s'en prenaient à eux. Et Joe lui dit qu'il n'est pas payé pour faire ce genre de truc et s'en va. Le deuxième, c'est Jay Styles qui, dans les vestiaires, demande à Alexis Larry, donc on vous rappelle Mickey James, si elle peut être présente avec lui et surveiller ses arrières lors du match pour le titre contre Xavier afin de gérer les interventions de Simply Licious. Elle accepte et ils se font attaquer juste derrière par la prophétie. Voilà pour ce Scramble Madness. Un petit top 3 des matchs à conseiller, les amis, aux personnes qui nous écoutent, s'ils veulent pas regarder tout le show. Ah bah il y en a un, je pense que vous l'avez deviné. C'est l'Iron Man, le main event, il est tout en haut de la liste. Euh, et pour pas faire original, bah, je mettrai les deux autres qui sont en haut de la carte. Donc Homicide, Samoa Joe et Jay Styles contre Daniels. Ok. Du coup, pour ceux qui ne voudraient pas voir le champ entier, simplement, je vais vous dire, soyez de ces gens-là, ne regardez pas le champ en entier. Mais oui, bah forcément, American Dragon de Williams, le match vraiment le plus conseillé. AJ Styles, Christopher Daniels qui n'est pas loin derrière. Après, s'il faut vraiment choisir un troisième, c'est compliqué, j'ai envie de dire. Parce que bon, Homicide Samoa Joe, personnellement, je suis prêt à dire qu'il est complètement passable en fait. Donc bon, s'il faut en choisir un troisième, je choisirais plutôt l'opener Christopher Daniels et Mark Briscoe contre Jay Briscoe et Amazing Red. Parce que c'est des mecs qui, quand ils étaient jeunes, étaient déjà très cool à voir. Donc autant ne pas se priver. Moi, j'ai fait un mix de vos top 3 à vous deux. J'ai Brian Danielson et Doug Williams, forcément. Moi, j'ai Homicide contre Samoa Joe, parce que ça fait que 10 minutes et à la limite, ça se regarde. Et l'opener, effectivement, Christopher Daniels, Mark Briscoe contre Jay Briscoe et Amazing Red. On vous l'a dit en début d'épisode, on va enchaîner avec un deuxième show qui avait lieu 3 semaines après. Pareil, sur le même plan, un show dont on va vous parler de quelques matchs les plus intéressants et on va vous review vite fait un peu ce qui s'est passé dans le show sur les choses sur lesquelles on va un peu moins débattre. Le show en question, c'est Ring of Honor Night of the Butcher. C'était le 7 décembre 2002. Alors, vous l'avez très vite compris, je pense, Abdullah the Butcher chez Ring of Honor. Personnellement, pour moi, aucune attente.
C'est bien. Je ne vais pas être déçu au moins. Et en plus de ça, il sera dans le main event. Deux, trois petites choses que j'avais notées sur ce show. Pas de Loki, qu'on n'a pas vu déjà depuis deux shows, C'est vrai. qui était pas apparu, qu'on n'avait pas vu depuis son match par équipe avec Corino contre les gars de la 01. Un nouveau challenger numéro un va être couronné puisque AJ Styles va avoir son match de championnat contre Xavier. Et une petite anecdote, on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, c'est que le show n'était pas du tout prévu au Murphy Rec Center à Philadelphie, là où il a bien lieu. Il était prévu ailleurs, en Pennsylvanie, à Hambourg. Malheureusement, les ventes de billets n'ont pas du tout décollé pour ce show. Donc voilà, on est resté à la maison. Murphy Rec Center, Jeff Gorman, Chris Lovey aux commentaires. À noter que ce show, par rapport au précédent, n'est pas diffusé sur le Honor Club. Donc pour ce show Night of the Butcher, pardon, il faudra aller le chercher sur d'autres sites, en tout cas un petit peu moins légaux. Pour commencer le show, on va pas changer les bonnes habitudes maintenant. Quelques petits segments. Là, c'est le Date Squad et Diving Storm qui, en quittant laissent leur vestiaire. En sortant, Special K va arriver et va commencer à faire une petite fête. Donc maintenant, ils ont le secret hein, eux-mêmes. Ils nous ont habitués maintenant à quelques petits segments de ce genre. Le deuxième segment, c'est Michael Shane qui jure. Vous savez qui est Michael D'ailleurs, si, Shane si je peux d'ailleurs? t'interrompre, Ouais. bah, justement, puisque tu poses la question, oui, j'allais justement te demander si toi, tu savais qui est Michael Shane. Non, justement, parce que j'ai noté le nom de ce mec sans trop savoir c'est qui. Et physiquement, il me faisait penser à quelqu'un, mais j'ai pas trouvé. Bah, en fait, physiquement et dans le nom, en fait, parce que Michael Shane, et si tu répètes plusieurs fois Michael Shane à la suite, comme semblent le faire beaucoup les commentateurs, Ouais. d'ailleurs, c'est une statistique que je peux vous donner. Le nom de Michael Shane est cité pas moins de 20 fois chaque fois qu'il apparaît dans un match, quel que soit le match. J'arrête à chaque fois de compter après 20. Et donc, Michael Shane, si tu répètes deux fois Michael Shane, Shane Michael, Shawn Michaels, Oh là en là. fait, Mais c'est parce non. que Michael Shane est cousin de Shawn Michaels. Oh là là. On en apprend Ok. des trucs, hein. Mais c'est incroyable. Et d'ailleurs, moi, je suis très content de faire ce podcast avec vous parce qu'on peut apprendre des choses. Et ça, c'est très cool. Donc là, aujourd'hui, je sais que quand j'ai vu Michael Shane, il me faisait penser à Shawn Michaels. OK. Et ben alors, ce bon jeune homme nous jure qu'en 2003, eh ben, ça va être son année. Ça va être une année encore meilleure que 2002. Et déjà, là, il a commencé en abandonnant son partenaire. Alors, lui, il l'appelle son laquais, je crois, Biohazard, suite à leur dernier match et à leur défaite contre Rudy Boy Gonzalez et Paul London. Pour en revenir au segment d'avant, le Date Squad et Diving Storm vont revenir dans le vestiaire et découvrir qu'une petite fête s'est organisée avec nos amis de Special K et ils sont pas trop contents. Allez, bref, on enchaîne, on commence ce show avec qui pour ouvrir ce show justement. Ben, maintenant que je le sais, je peux vous le dire. Le cousin de Shawn Michaels, Michael Shane. Et ça, je vais laisser la parole à Zor qui va affronter Jérémy Lopez. Je te laisse parler de ce match. Alors, parler de ce match, c'est un bien grand mot, hein, pas grand-chose à dire. Malheureusement, c'est la première fois que j'ai aussi peu de choses à dire autour de Michael Shane. Et c'est bien triste, puisqu'on sort donc de storyline avec ce cher Michael Shane. On est sur un match qui n'a donc pas grand-chose à raconter. Et autant Michael Shane, du coup, c'est s'en sortir vraiment pas trop mal quand il est dans un contexte où il y a des choses à raconter autour de lui. Autant quand c'est dans un match comme ça, sans enjeu, contre un Jérémy Lopez, bon, qui fait le taf, mais sans plus. Et bah, c'est un match très oubliable. On parlait du précédent, on avait un des meilleurs openers sans aucun débat de l'histoire de la Ring of Honor, du moins jusque-là. Là, on est vraiment on revient sur les classiques. Un opener qu'on aura un plaisir d'oublier dès qu'il sera terminé. Ouais, je suis quand même, enfin, je voulais quand même le signaler ce match parce qu'en effet, c'est pas le match de l'année, ça c'est certain. Mais un des trucs que j'ai beaucoup aimé faire dans ce podcast, c'est justement mettre un tout petit peu de lumière sur Jeremy Lopez, qui est un mec qui est passé à côté, on va dire, du catch américain, mais sans jamais s'y faire une place. Et je trouve que là, voilà, c'est un petit match rapide qui illustre encore une fois que bah, qu'il avait certaines capacités, des fondamentaux. Alors, c'est pas le mec le plus charismatique de la Terre, c'est pas le mec qui a un physique d'Apollon, c'est certain. Mais voilà, c'est un petit match sympa à regarder. D'ailleurs, c'est marrant parce que les commentateurs spécifient pendant la rencontre qu'il va passer 6 mois au Japon. Et en fait, il va faire passer plus que 6 mois, il va y passer quelques années, il va devenir
une petite figure reconnue. Donc voilà, match oubliable, mais je suis content encore une fois, je suis content pour Jeremy Lopez. C'est ça, c'est oubliable, mais pas non plus dans un mauvais sens, on va dire. Ouais. Ce n'est pas un match qui est catastrophe, loin de là. Mm. C'est un match qui se regarde et voilà, merci à vous d'être passé. Match qui ne vous prendra pas énormément de temps, puisque le match dure 10 minutes 50 exactement, avec une victoire de Michael Shane grâce au Sweet Shane Music. Et c'est là où éventuellement j'aurais pu me douter qu'il avait peut-être un lien, ou au moins qu'il était fan de ce bon vieux Shawn Michaels. Allez, on enchaîne avec un deuxième match sur cette carte. On le savait, ce match qu'il allait avoir lieu, puisque on en a eu dans un épisode précédent les débuts de cette rivalité, en tout cas chez Ring of Honor. C'est CM Punk et Colt Cabana qui vont se retrouver dans leur carrière pour la première fois, en tout cas sur le ring chez Ring of Honor. Punk avait fait ses débuts dans l'épisode précédent, All-Star Extravaganza. D'ailleurs, il avait perdu, si je ne me trompe pas, dans le gauntlet au premier tour contre Ouais, Michael il avait Shane. paumé, ouais. C'est ça. Donc, c'est la deuxième apparition de CM Punk à la Ring of Honor, un match que les fans américains du circuit indie connaissent très bien. Là, on l'a pour la première fois sous nos yeux, Colt Cabana contre CM Punk. Première fois qu'ils s'affrontent chez Ring of Honor, ce sera certainement pas la dernière. Euh, c'est marrant en fait à regarder, surtout quand on connaît la carrière des deux, parce qu'il y a vraiment cette impression, et là c'est plus comment dire, le catcheur en bois qui analyse le match, mais on sent qu'ils ont voulu placer énormément de choses. On sent vraiment que c'est deux mecs qui se connaissent très bien et qui catchent ensemble souvent. Et là, ils se sont dit, OK, on a 10 à 15 minutes, il faut vraiment qu'on place le plus de trucs possible. Le match est bien, hein, l'exécution est bonne. J'aime beaucoup la manière dont Punk travaille le bras de Cabana. C'est assez original de la travailler comme ça. Euh, il y a beaucoup de belles prises. Hein. Quand je dis qu'ils ont voulu placer plein de choses, c'est pas forcément un reproche. Il y a beaucoup de belles prises. Il y a des trucs très originaux, des manières d'amener des spots que j'avais pas forcément vu. Je pense la course que fait Punk dans le coin et le fait qu'il se fasse contrer par Cabana, sauf qu'en fait, il le contre tellement près des cordes que ça arrive à le faire sortir, ce qui est un truc auquel on n'avait pas forcément pensé. Cabana a un excellent Asai Moonsault qui lui a jamais fait défaut, du moins dans sa première partie de carrière. Punk est encore au balbutiement comment dire, du showman charismatique qu'il allait devenir. Dans l'ensemble, voilà, il y a un petit côté indie wrestling années 2000. Ah, ça sort pas de nulle part. Mais c'est très, très, très agréable. Extrêmement agréable. Je sais plus si on avait déjà présenté Colt Cabana, si on avait déjà eu l'occasion. On en avait parlé vite fait quand il était venu, quand les deux s'étaient retrouvés dans le ring pour se dire qu'ils allaient s'affronter. Mm. Ben, du coup, on va pas s'épancher un peu plus là-dessus. Par contre, on peut parler un peu de ce qui s'est passé enfin, de ce qui est entre les deux. Les deux, ça fait un petit moment qu'ils se connaissent, puisqu'ils ont plus ou moins commencé ensemble. Ils ont été tous les deux entraînés enfin, par Ace Steel notamment. Ouais. Et les mecs, en fait, dans ce match-là, quand ils s'affrontent ici sur le ring de la Ring of Honor, ils ont déjà eu plus de 50 confrontations depuis 99. Vraiment, les mecs, sur facile, entre un tiers et la moitié des matchs qu'ils ont fait jusque-là, il y avait les deux ensemble sur le ring. Dans toutes les configurations possibles, que ce soit en équipe, dans des matchs à trois, en un contre un. Les mecs se sont affrontés 1 milliard de fois. Et donc, comme tu le dis, ouais, ils se connaissent par cœur et ça se voit absolument tout du long. Ça déroule. C'est du bon pour les yeux, vraiment. C'est très sympa à voir. Tu as des très jolies choses. Tu sens que Cabana, il va en montrer un maximum. C'est surtout en fait de lui que j'ai plus eu le sentiment. Parce que après tout, c'est sa première introduction. Là où Punk, non seulement il a déjà pu catcher devant le public de ROH, donc en perdant contre Michael Shane, ce qui n'est absolument pas infamant, rappelons-le. Mais, euh, mais en plus, Punk, à cette époque, et même par la suite, ça se confirmera, c'est clairement celui qu'on va mettre le plus en avant, dont le nom va le plus retentir. Et tu sens que là, Cabana, il veut prouver qu'il a aussi sa place là, qu'il est prêt vraiment à mettre le paquet pour ça. Les deux sont vraiment très bons. Le- le- Franchement,
Je viens de regarder mes notes pour voir si j'avais des choses à rajouter. J'ai juste écrit banger. Ouais, un petit banger pas trop long. C'est ça. En fait, c'est le match qui aurait dû être en tant qu'opener, qui aurait été parfait en tant qu'opener. En plus de ça, vous avez ce bon vieux Michael Shane quand même. On va quand même pas s'en plaindre. C'est vrai. Moi, la note que j'avais notée, ça rejoint un peu aussi ce que vous disiez tous les deux, c'est que c'était une très bonne façon de montrer au public ce que les deux savaient faire, notamment l'un contre l'autre. C'était une très bonne carte d'entrée pour les deux. C'est marrant ce que vous avez dit parce que finalement, si, alors je ne sais pas si ce sera prévu parce que c'est un autre sujet, mais si un jour on vient à faire une émission CM Punk, ce qui ne serait pas impossible, finalement, Punk et Cabana, ils se sont suivis quasiment un peu partout, jusqu'à récemment encore du côté de chez AEW. Et ça a toujours été le même scénario avec un CM Punk qui a toujours été un peu plus mis en avant, voire beaucoup plus mis en avant que Colt Cabana. C'était le cas aussi chez WWE, c'est le cas chez Ring of Honor. Là, en l'occurrence, justement, c'est Cole Cabana qui va prendre cette victoire dans un petit match donc, de 12 minutes 28. Victoire de Cabana un peu. Bah, si vous le regardez avec vos yeux de maintenant, forcément, c'est un peu surprenant. À l'époque, c'est pas non plus, c'est pas volé. L'après-match, on aura un monsieur qui va venir dans le ring, Gary Capetta. Pour les personnes qui ne connaissent pas Gary Capetta, ça a été un annonceur connu du catch américain, notamment chez NWA. Et un peu de WCW, ouais. Et WCW, ouais, c'est ça. Et on Ouais. l'avait vu récemment chez All Elite Wrestling, justement, puisqu'on en parle. Il avait fait un segment un peu bizarre. Je crois que c'était une pesée entre Moxley et Chris Jericho dans la période juste avant le Covid, je crois. Ouais, c'est un C'est- annonceur un peu à l'ancienne. Voilà. À l'époque, c'est lui qui est là, donc il vient sur le ring et il dit qu'il y aura une revanche entre CM Punk et Colt Cabana et qu'elle aura lieu au prochain show. Et le prochain show qu'on va vous review, justement, ce sera le dernier show de l'année 2002, Final Battle, avec un très bon enjeu, puisqu'il y aura un contrat Ring of Honor et des déplacements en avion. D'ailleurs, c'est marrant, puisqu'ils en parlent. Des déplacements en avion afin d'arrêter de faire des longs chemins en voiture. Donc voilà, surtout le contrat chez Ring of Honor sera en jeu entre CM Punk et Colt Cabana, donc à Final Battle, prochain show dont on vous parlera. Et je crois qu'il y a une petite blague de Punk qui dit à Cabana qu'il il peut laisser tomber, il faut qu'il laisse tomber les billets d'avion qui peuvent continuer à faire les chemins en voiture ensemble. Je crois que Cabana est pas trop d'accord, je crois, entre Le guillemets. nerf de la guerre. C'est ça. C'est des catcheurs qui parlent, donc ils savent ce que c'est les Oh oui. trajets. Euh, On avait aussi dans ce show un mini tournoi. Voilà, on l'a dit, on allait couronner un challenger numéro un puisque Jay Styles aura est challenger numéro un et aura sa chance au titre un petit peu plus tard dans le show. Un petit tournoi avec quatre catcheurs qui seront présents dans ce tournoi. Paul London, Easy Money, Brian Danielson et Chad Collier. On vous parlera de la finale un peu plus tard. Est-ce que Zork, tu veux nous parler un petit peu de ce tournoi et de ces deux matchs notamment qui ont eu lieu plus tôt de la soirée? Bah, allons-y. Bah, on est donc clairement sur un tournoi qui est là pour mettre en avant les deux jeunes de la TWA qui sont en train de monter sur la carte. London, enfin en train de monter. American Dragon qui est déjà au top et Paul London qui est en train de gravir les échelons. En face, on a deux mecs qui sont peut-être moins familiers des gens, probablement, mais sur lesquels il y a un peu de choses à dire. Donc Paul London qui est face à Easy Money. Easy Money qui est passé par l'ECW, qui a fait un petit run du côté de la WCW, mais qui est pas forcément quelqu'un d'extrêmement notable, on va dire. C'est un mec qui est vraiment arrivé sur la fin de la ECW et donc du coup qui était en effet complètement anecdotique. Il était dans une équipe avec plusieurs mecs, dont Chris Amrek. Mais en fait, c'est un mec qui est devenu un petit peu culte en fait dans les années 2000. Parce que si vous traîniez déjà sur des sites de catch dans les années 2000 et que vous étiez apprenti catcheur, je fus ces deux choses en même temps, il y avait un site qui était incontournable. C'était un site qui s'appelait Easy Tights. Et en fait, c'était tout simplement la boutique de Easy Money. Et en fait, à l'époque, il y avait tellement peu de mecs qui faisaient des tenues de catch que tout le monde, en fait, que les trois quarts des catcheurs, on va dire en Occident, allaient faire leur tenue chez lui. Donc il avait cette espèce de site super mal foutu, où il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de tenues de catch, et je crois que dedans, il y avait des trucs du style
le catcheur du coin, le mec dont vous entendrez jamais parler. Oh, une tenue de Christopher Daniels. Et il y avait ce genre de truc. Donc il est surtout resté connu pour ça, en fait, ce gars. Personnellement, Easy Tight, j'ai connu ça sur Reddit parce que les gens se plaignaient de ne jamais avoir reçu après avoir envoyé le paiement. Oui, avec un service Donc, après-vente bien pourri. donc voilà, si à la postérité, ce que tu as surtout, a fait des collants, c'est un peu dommage. Et ouais. Après, oui, c'est quelqu'un qui a refait par-ci par-là des passages sur l'indépendant. Ainsi, il a pu refaire repasser une tête au milieu des années 2000, il me semble. Et je crois qu'il est redevenu actif très récemment. Faut que je revérifie, mais voilà, il a fait une tête, c'est ça, il a fait une tête du côté de la NWA au milieu des années 2000, des Ok. choses qui arrivent, avant de redisparaître. Puis ben, voilà. Et c'est ça, il est revenu en tant qu'entrant surprise à un Rumble il y a un peu plus de 2 semaines. Voilà, parce que nous sommes en plein dans l'actualité avec ce podcast, c'est complètement dingue. Surtout l'actualité de NWA. Comme... Et non, là, c'est à la New Outlaw Wrestling Bon. qu'il est apparu. Mais donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment fait de carrière, mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission. Bah, l'autre personne après qui lui était face à American Dragon, Chad Collier, c'est un élève de Malenko. Ouais, j'ai quelques trucs à dire, si tu veux, sur Chad Et Collier. ça se voit que c'est un élève de Malenko dans sa façon de catcher. Vas-y, je te laisse commencer du coup. Chad Collier, c'est un mec que j'ai bien étudié, entre guillemets, dans les années 2000. C'était un mec que je connaissais, que je suivais très souvent, en fait, parce qu'il faisait partie de ces catcheurs des années 2000 bah, qui se réappropriaient, on va dire, le catch à l'ancienne, le catch technique. On parlait de Danielson tout à l'heure et de Doug Williams. Bah, lui, il faisait un petit peu partie de cette famille. Euh, c'est quelqu'un qui a été très demandé, en fait, sur le circuit européen. Parce qu'à l'époque, il voyageait beaucoup et que, comme je disais, c'était comme on dit dans le métier, c'était une bonne main, c'était une excellente main. Problème étant que ça n'a jamais été quelqu'un qui brillait énormément au niveau de la personnalité. C'est-à-dire qu'à côté de lui, Dean Malenko, c'est Shawn Michaels, quoi. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui était pas très expressif et qui était vraiment une machine à catcher, mais au sens, au sens premier du terme. Et du coup, il a jamais trop percé. Même s'il a énormément tourné, en fait, il a catché un peu partout, y compris en France d'ailleurs. Il a catché chez ICWA. Et un truc très drôle que j'ai découvert sur lui il y a quelques années, c'était que c'était un excellent catcheur, mais comme je disais, il n'avait pas beaucoup de personnalité. Et il s'est recyclé dans une activité complètement random, c'est qu'il est devenu illusionniste. Et le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que je suis allé voir des vidéos de ce mec en tant qu'illusionniste, et il a en fait 500 000 fois plus de charisme en faisant ça qu'en catchant. Et dans ma tête, je me dis, mais pourquoi tu t'es pas servi de ça à l'époque? Tu serais encore chez WWE en fait si tu avais fait ça. Et donc c'est marrant, c'est un mec qui a vraiment tout donné pour le catch. Ça n'a pas marché, donc il est parti faire autre chose. Il est parti faire un truc qui n'a plus rien à voir en fait avec le catch à la base. Et du coup, ouais, c'est quelqu'un qui quand même a un CV. En fait, Oui, il a absolument tout sur son CV, il est allé absolument partout. Mais comme tu dis, ça n'a jamais été très long, jamais il a réussi à se faire une place vraiment. Parce que comme ça, début des années 2000, il me semble, il est passé par TNA pendant quasiment 2 ans. Il a eu il a des même contrats été de signé, je développement avec, crois. euh, Ouais, il a été avec en développement WWE. chez WWE. Ouais. Il a fait quand même plusieurs passages à la ROH. Il a, il est passé par l'Ohio Valley Wrestling également. Ouais. Il a tourné en Europe chez All Star Wrestling à C'est bloc ça. pendant des Il y a années. ça. Il est passé par VXV pour citer une autre grosse promotion européenne. Vraiment, le mec est allé partout en Occident. Je sais pas s'il a fait du Japon. Il a fait un tout petit peu de All Japan, de Il a fait souvenir. la 01 aussi, je suis en train de voir là. Ouais. Ouais. 6 Et, matchs chez euh, 01. et je viens de checker aussi, il a même fait une petite tête du côté de la NJPW. Vraiment, en fait, il n'y a rien qui n'est pas sur son CV. Et il a Et tout essayé. C'est la pourtant, définition de j'ai tout essayé. et malheureusement, en fait, très peu de personnes s'en souviennent. Ouais. Mais, euh, mais voilà, il a vraiment ce côté un peu proto-Dean Malenko Ouais, de fou. qui fait c'est sympa à voir si on aime ce style de catch.
Mais oui, le manque de personnalité vraiment qui paye. Pour ces deux matchs que vous avez cités, du coup, on va voir deux catcheurs qui vont se hisser vers la finale sans trop de surprise, hein, au vu des affiches. Paul London va s'imposer dans un match très rapide, hein, 7 minutes 26, donc contre Easy Money. Et Brian Danielson dans un bon petit match quand même de presque 20 minutes, hein, Ouais. notre ami Chad. Brian Danielson va lui aussi s'en aller vers la finale du tournoi qu'on retrouvera un petit peu plus tard. Le match qui va enchaîner, c'est, vous avez l'habitude maintenant, un bon petit scramble match par équipe. Voilà. Tout ce qu'on aime chez Ring of Honor depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant. Les frères Maximo, SAT, vont affronter les Special K avec aussi Jay Briscoe et Amazing Red et le Da Hit Squad. Euh, Allez, comme d'habitude, Zork. Et bah, c'est le moment d'avoir encore et toujours une bonne dose de la même chose. Donc, les équipes Briscoe Amazing Red, qu'on a pu voir commencer à s'associer un peu. SAT, donc la fameuse équipe de la team de New York, qui est solide, mais qui est toujours cantonnée à ce genre de choses. Date Squad, un peu de poids lourd dans nos équipes qui virevoltent. On va dire que ça fait un peu de diversité. Et donc, Special K, représenté par Joey Matthews et Deranged, qui, euh, qui eux aussi vont devenir très coutumiers de ce genre de démonstration. Et bah, c'est le Spotfest. C'est, je regarde mes notes et vraiment, ça part dans tous les sens. J'ai noté tout le monde déteste Special K. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les mecs sont sympas, ils font des trucs plutôt cool. Mais je sais pas pourquoi. En fait, c'est peut-être le fait que ce soit des jeunes qui s'amusent et le fait que le public de la ROH est en grande partie ECW, qui sont devenus des vieux aigris plus ou moins à cette époque-là. Déjà. Il y a, j'ai noté Jay Briscoe bagarre parce que bon, c'est toujours marrant de le voir mettre des pains à tout le monde. Mais voilà, il y a pas grand-chose à en dire de plus que ça part dans tous les sens, ça virevolte. Mais c'est un truc qu'on a déjà vu au show précédent, et au show précédent, et au show précédent. Et au show précédent, bref, on voit exactement plus ou moins les mêmes matchs avec un peu de modification des configurations depuis le début de la ROH. Donc, bon, qu'est-ce que je pourrais dire que je n'ai pas déjà dit un milliard de fois, quoi. Notez que ce match, en fait, on en parle surtout parce que il allait, on allait avoir des nouveaux challengers au titre par équipe, toujours détenus par la prophétie, par Christopher Daniels et Donovan Morgan. Et donc, les vainqueurs de ce match les affrontaient pardon, à Final Battle. C'est les frères Maximo, SAT, qui vont remporter ce match. Voilà, comme l'a dit Zork, malheureusement, pas grand-chose de plus à dire que si vous nous avez déjà écouté les reviews précédentes de ces Scramble matchs. Après, éventuellement, on pourrait en tirer quelques gifs. Vraiment, je pense que c'est le genre de match. La meilleure chose, c'est en tirer 3-4 gifs des choses qui sont vraiment très cool et un peu innovantes. Et après, en fait, tu fais juste une bibliothèque de ça. Et tu passes de gif en gif. Et comme ça te donne probablement l'un des meilleurs spotfest de l'histoire en compilant tous les matchs. Parce que après, ça reste innovant. Il y a un moment un peu fun avec un enchaînement de pile driver, avec les rolling pile drivers ouais, qui sont balancés. On a la prise de fin qui est une double soumission de SAT sur les deux membres de Special K en même temps pour les faire abandonner. Il y a quand même quelques idées, mais beaucoup de la même chose. Trois petites choses oubliables après ce match, hein, que ce soit le moment Special K qui va crier après l'arbitre jusqu'à ce que Lennox Lewis, je crois, viennent, viennent dans le ring. Un match entre Diving Storm et Jeff Starr et Shockwave, un petit match de 3 minutes. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire là-dessus, messieurs. Avant Non. ça, j'aimerais parler un peu du fait que c'est la première fois également qu'on a des dark matchs qui sont donc filmés pour être diffusés normalement sur iImpact, qui était l'émission TV. Et donc, je ne sais pas comment c'est sur la version Honor Club,
Il n'est pas sur l'Honor Club, le show là, justement. Bon, bah voilà, comme ça c'est réglé. Mais dans la version que j'ai du show, on a des highlights des matchs qui ne nous seront pas montrés. Donc on a comme ça en vrac. On sait qu'il y a donc un Brian Danielson contre Marcos qu'on ne verra jamais, un London contre Angel Dust, un Dead Squad contre Outcast Killaz, un AJ Styles contre Jimmy Rave qui doit être très très cool, mais que nous ne verrons pas. Et surtout un Paul Enormous contre Mace. Et Paul Enormous, ça fait vraiment partie de ces noms qui me donnent beaucoup de plaisir. Je pense il est pas très loin du Hugh Direction dans mon cœur, vraiment. Mais voilà, c'est comme ça. On a des rafales entre certains matchs de petits highlights comme ça. Et en fait, ça coupe le rythme du show et ça me fait penser au fait que les gens qui sont sur place ont le droit à un show de 4 heures avec genre 15 matchs. Et je me demande comment ils survivent. De la même façon dont ils survivent avec la Ring of Honor d'aujourd'hui, qui fait 2 heures et une dizaine de matchs. C'est vrai, bah C'est d'ailleurs, finalement. c'était donc ça en fait. Les gens qui se plaignent que l'esprit de la ROH est perdu. Non, Tony Khan Écou- en fait est un grand connaisseur de la ROH. En C'est fait, vous qui vous y connaissez pas. il a écouté ce podcast et puis il s'est dit, bah, en fait, je vais refaire la même chose, quoi. Autant de C'est matchs, ça. mais en moins longtemps. Il Euh, rend honneur aux origines de la ROH. Et pour les gens qui ne savent pas, Ring of Honor est enregistré en même temps que d'autres shows, hein, que les shows AEW, je crois. Alors, je sais plus si c'est Dark ou Élévation, parce que je vous avoue que je ne regarde pas, donc je ne sais pas, mais il y a quasiment 4 ou 5 heures d'enregistrement à la suite, hein, en général. Donc, ouais. Parfait. Ouais. Ah, ouais. Mais, Euh, et ouais, du coup, vas-y. oui, tu voulais qu'on te parle de Jeff Sarr et de Shockwave. Je voulais. Bah, Mais vas-y, je te laisse. bah, c'est simple, c'est 3 minutes 40. C'est C'est la ça. seule apparition qu'on aura de ces deux personnes au sein de la ROH. C'est ça. Euh, C'était leur début et c'est leur fin, déjà. c'est ça. C'est deux mecs qui sont restés un petit moment quand même sur le circuit, mais qui n'ont jamais fait vraiment grand-chose. Shockwave, c'est un mec qui est devenu super connu en fait, mais genre pendant 2 minutes, à la fin des années 2000, parce Oui. qu'il a pris une gimmick de robot. Mais Putain, ah, littéralement, mais avec... j'allais faire monter le truc et vraiment faire le reveal. En fait, le mec, c'est un robot. Putain, Bah oui, et ça, t'as tout ça, c'est dingue de cassé. se dire La Shockwave le tristesse. robot a catché chez Ring of Honor, quoi. Ça, c'est un truc de ouf quand même, hein. Le mec est allé au Japon avec cette gimmick, hein. C'est Comme quoi, comme quoi, hein. faut arrêter de chercher des trucs de fou, hein, Mm. Mais Shockwave the Robot, c'est un truc qui est relativement fun parce que littéralement, t'as un Transformers sur le ring. Bon, un Transformers, mais vraiment Transformers des années 80 et qui ne peut pas se transformer en véhicule, malheureusement. Mais vraiment, pour voir la plastique du truc, c'est à peu près ça. Le mec a aucun moyen de se déplacer. Niveau, vraiment, c'est l'enfer pour lui de catcher là-dedans. Et ce qui fait qu'un match sur deux, vraiment, tu t'ennuies parce qu'il ne peut vraiment pas faire grand-chose au niveau de ses capacités physiques. Mais tu as vraiment pas mal de choses marrantes, en tag notamment. Donc voilà, c'est relativement fun. Il y a oui. quelque chose de sympa par-ci, par-là, mais c'est pas non plus. Pour les gens intéressés par Shockwave le robot, il était encore en action en 2022, hein, avec cette gimmick. Il faisait des Mais match voilà. tags aux États-Unis encore. Mais voilà, n'hésitez pas à au moins aller chercher des images de Shockwave le robot, juste pour voir la gueule du truc. Mais sinon, ouais, c'est. Il y aura pas plus, il y aura pas plus de choses à dire sur le sujet, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce qu'on passe? Ben oui, on va passer donc à la finale du, du championnat, non, du trophée de Challenger numéro 1. On en a parlé tout à l'heure. Paul London s'est qualifié, Brian Danielson s'est qualifié. Et donc, c'est le moment de s'affronter. Brian Danielson, Paul London, qui veut se lancer sur ce match? Vas-y, vas-y, à toi. Toujours moi qui dois me lancer. Bon. Alors, donc on a London contre Danielson. Donc Danielson qui est maintenant, oui, vraiment présenté en tant que Brian Danielson dans son entrée, plus simplement comme l'American Dragon. Donc on les a déjà vus s'affronter dans le précédent, dans le Contender Gauntlet. Mais c'était un moment où Paul London sortait de deux matchs, donc il n'était pas forcément au maximum de ses capacités. Là, ils sortent tous les deux d'un match, donc on est un peu plus à égalité.
Donc, il y a moins de doutes sur vraiment ça peut aller dans n'importe quel sens, même si on donne un peu l'avantage à Danielson, qui s'est bien plus illustré face à des gros adversaires. Mais London ressort quand même relativement victorieux d'une grosse rivalité qui consistait à essayer de se tuer toutes les 2 minutes. Donc, bon. Et puis, bon, on aura encore le droit au classique Please Don't Die pour Paul London. Toujours un plaisir. Les deux mecs ont décidé vraiment de dérouler. London, c'est vraiment la question que je me pose maintenant. C'est pourquoi on n'en parle pas plus quand on parle des débuts de l'AROH. Mais c'est un peu, j'allais poser une question similaire, en fait, j'allais dire, enfin, j'allais poser un raisonnement similaire. J'allais dire, c'est quand même fou quand on y pense qu'il n'ait pas eu une carrière, on va dire, plus axée main event, je vais le dire comme ça. Quand on voit à quel point il était mis en avant chez Ring of Honor, là, vraiment, la manière dont il est booké et les matchs dans lesquels il est, il est, euh, il est présenté, on a vraiment l'impression que c'est un type qui va tenir la ceinture dans 2 ans. C'est ça. Et puis, ces formules de match sont assez proches en général, mais ça fonctionne toujours vachement bien. C'est London se fait plus ou moins botter le cul sur un début de match. Puis, il va aller chercher des prises de risque où il va manquer de se tuer, mais où il est en mode si je meurs, je ne partirai pas tout seul pour aller vraiment chercher l'avantage. Ce qui fait qu'il sait raccrocher vraiment le public très vite. Il sait vraiment se mettre en avant. Il a un bon contact. Il fait des très belles choses. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour tenir la dragée haute au main event qui est en train de se construire du côté de la ROH. Ouais. Ouais, quand on entend la description que vous faites de Paul London, c'est vraiment le top face qu'on pourrait avoir. Et effectivement, il se retrouve justement là dans cette finale, une finale qui va, en plus de ça, remporter, puisque Paul London va battre Bryan Danielson et devenir le challenger numéro un au titre Ring of Honor, pour l'instant détenu par Xavier qui affrontait Jay Styles un peu plus tard. Euh, Après ce match, d'ailleurs, très marrant parce que dans les commentaires, Jeff Gorman au commentaire dit que Paul London le fait penser à Ricky Steamboat. J'ai noté la petite comparaison. Dans l'après-match, match, Paul London va qualifier, va dire de Bryan Danielson qu'il est le meilleur lutteur sur le sol américain. Bryan Danielson, lui, dira que Paul London a gagné ce match à juste titre parce qu'il avait surtout plus de cœur et qu'il en voulait plus. Deuxième finale et deuxième défaite pour Bryan Danielson dans son number one contender trophy. Il avait déjà perdu au précédent contre AJ Styles et là, il perd une deuxième fois contre Paul London. Justement, on parle de champion. C'est le moment pour le championnat ROH d'être défendu. Xavier va défendre le titre contre le challenger numéro un et Jay Styles. Eh ben, vas-y, je te laisse la parole, Zaiken. Euh, Moi, j'avais déjà dit ça dans les épisodes précédents, que le règne de Xavier ne me laissait pas un mauvais souvenir, personnellement. Ce catcheur, de manière générale, ne me laissait pas un mauvais souvenir. Euh, et je trouve que là, c'est... Bon, quand on connaît la carrière des Styles, on se dit c'est un match parmi tant d'autres. Mais pour la carrière de Xavier, c'est un match qui fait, on va dire, qui fait office de bonne présentation. Je trouve que c'est intéressant de le voir justement contre un Styles qui est sur le point d'exploser un petit peu partout. Je le trouve très, 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 très crédible dans ce match. Il y a que, enfin, la psychologie me gêne un peu. C'est-à-dire, ok, on a Xavier qui bosse la jambe d'AJ tout le match, mais il y a ce truc où Styles en fait veut placer son finish à tout prix et il le place un peu n'importe quand. Je peux pas trop le blâmer pour ça parce que quand on voit la réaction des foules au moment où à chaque fois qu'il essaie de placer le Styles Clash, faut bien comprendre à l'époque ce move, personne ne l'avait vu et les gens devenaient fous, vraiment. On aurait pu en parler dans le show précédent d'ailleurs. Où à chaque fois que Styles va armer le Styles Clash, les gens deviennent dingues dans la salle. Euh, mais je trouve que là, du coup, ça endommage un petit peu la psychologie du match, malheureusement. Après, pour le reste, comme je dis, il n'y a pas à chier. Hein, c'est quand même un bon match qui se mate. Je trouve que il y a un peu trop d'interférences, enfin, des tentatives d'intervention sont un peu trop nombreuses. Et malheureusement, comme je dis, ça enlève un peu tout ça. Mais Xavier, lui tout seul, je trouve, est assez, et je le trouve très crédible dans sa performance individuelle. Mais, Xavier, oui, c'est vraiment un match qu'il met bien en avant.
Parce que, comme tu le dis, il y a les Styles Clash. Il se prend un Styles Clash avant même le début du match. Ouais. Mais, il sera exfiltré rapidement par Lucius pour éviter qu'il perde. Et derrière, on a donc une succession d'interventions. Alexis Larry qui a fait alliance avec AJ Styles qui vient l'aider à se débarrasser de Lucius. Et en fait, Xavier se retrouve grandi par cette histoire autour du Style Clash parce qu'il ne se relèvera pas une fois, mais deux fois du Style Clash. Un premier qui arrive donc en début de match et un deuxième qui arrivera bien plus tard avec un super Style Clash carrément. Donc vraiment, Xavier, c'est celui qui se retrouve énormément grandi de ce match où il a sorti une bonne performance, ou même d'un point de vue storytelling, il ressort de gros parpaings de son adversaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient cimenter son règne de champion. Après, comme tu le dis, il y a au niveau de la psychologie, il y a des moments, c'est un peu plus discutable. Notamment ce premier Styles Clash qui arrive au tout début du match et qui, au bout de quelques secondes, en fait, ne fait plus effet sur Xavier. Au début, je me disais, bon, on va partir sur un AJ style qui va être plus dominant sur le début, inverser un peu la mécanique et voir en fait le heal un peu plus derrière et devoir rattraper constamment. Et en fait, ce n'est pas du tout l'histoire qu'on nous a raconté. C'est deux mecs qui sont au même niveau, qui s'affrontent tout du long. Et ce qui fait que AJ, même si le match est bien, il s'en retrouve peut-être un poil diminué. Mais le match reste très bon, quoi qu'il arrive. Ils auraient dû faire juste plus simple, en fait. Peut-être, oui. Finalement, finalement, Xavier va garder, va conserver le championnat Ring of Honor grâce notamment au travail sur la jambe qui avait été fait sur AJ Styles tout un peu le long du match. Le Super Styles Clash dont tu parlais tout à l'heure, Zork, finalement aura un peu raison à la fin du match d'AJ Styles, puisque Xavier va, après ce move incroyable où AJ ne pourra pas tenter le tomber dû à sa jambe blessée, Xavier va l'emporter avec une genre c'est quoi, une genre de prise en 4 tout en faisant le tomber, je crois. Un truc du Un genre. figure 4 jackknife. Jackknife, ok. Donc voilà, victoire et toujours champion Xavier dans un match qui dure à peu près 17 minutes. Voilà, je l'ai. Donc on aura pour la prochaine défense de titre Xavier contre Paul London. Et puis bah, voilà, on va directement au main event. Voilà pourquoi vous avez choisi d'écouter History of Honor. Voilà pourquoi vous avez décidé d'écouter ce numéro. Parce que dans notre main event ce soir, nous avons... Non, non, nous n'avons pas que le Carnage Crew, parce que ce serait trop simple. Quoique déjà, on n'a pas que Homicide non plus. On a Homicide qui fait équipe avec Abdullah the Butcher. Donc, je vais laisser la belle occasion à un de mes collègues de vous faire une petite présentation si vous êtes un peu jeune ou si vous n'avez pas vraiment pris le temps de découvrir qui était Abdullah the Butcher et comment vous en vouloir en même temps. Je vais laisser un de mes collègues de faire une petite présentation. Allez, en quelques mots, qui est Abdullah the Butcher, l'homme du main Alors, event Ring of Honor? Abdullah the Butcher, figure absolument culte du catch des années 70-80, considéré comme l'un des plus gros gaijin en fait, qui est terrorisé le catch japonais, autant chez New Japan que All Japan, beaucoup All Japan quand même, beaucoup chez All Japan. Quelqu'un qui était juste un personnage typique de l'époque. Je vous laisse imaginer dans votre tête, euh, à peu près 1m85, 150 kilos. Donc chez moi, on appelle ça 1m85 cube. Euh, une tête pas possible, avec des yeux globuleux comme tu peux pas imaginer. Un front complètement tailladé à force de faire des matchs hardcore. Et surtout, un catch qui se base à 99% sur le fait d'aller bagarrer à l'extérieur du ring et d'aller planter, littéralement, euh, une fourchette dans le front de ses adversaires quand c'est pas dans le sien. Enfin, quand l'arme ne se retourne pas contre lui. Euh, Ça peut vous paraître dingue, mais ce mec-là est un des catcheurs les plus riches de tous les temps, tellement il a été over, que ce soit au Japon, à Porto Rico, ou même aux États-Unis. C'est un mec qui a été genre une figure du catch des années 70-80, qui a fait le tour du monde je ne sais combien de fois, et qui était un mec complètement over. Le problème, c'est que entre son style de catch et son âge,
la question qu'on se pose, c'est, bordel de merde, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce match? Et je n'ai pas de réponse à cette question, en fait. Je n'ai pas réussi à trouver la solution. Je ne sais pas ce qu'il fout là, en fait. Déjà, Abdullah the Butcher, à sa grande époque, c'est un peu difficile à regarder, mais en même temps, on peut se laisser porter par les ambiances de l'époque qui étaient vraiment électriques. Autant là, ça marche pas. Là, vraiment, il y a un problème. Oui, c'est un match qui a vraiment pas l'air d'être à sa place. Pour compléter un peu le portrait d'Abdullah, Ouais. on peut, on peut également ajouter qu'il y a quelques affaires un peu shady. On a l'histoire de l'hépatite C, où Ah oui, putain, c'est vrai. Ah oui. il a été accusé d'infecter d'autres catcheurs euh, en, lors de matchs, en faisant exprès, en toute conscience, de propager l'hépatite C, en partageant des rasoirs ou en imposant des bladings à des adversaires sans les prévenir, notamment Devon Nicholson, je crois, Hannibal, Ouais, celui qui gère qui, Hannibal euh, TV, ouais. qui a fait un procès à ce sujet à Abdullah the Butcher, un procès qui en 2014 a amené l'Ontario à condamner Abdullah à plus de 2 millions, il me semble, en dommages. Donc, ça fait partie de sa legacy qui est bon, j'allais dire qui entache un peu, mais c'est vrai que de base, son héritage n'est pas forcément celui qui est le préféré par beaucoup de gens. On peut notamment parler euh, c'est Billy Graham, superstar Billy Graham, qui avait demandé à être retiré du Hall of Fame après qu'Abdullah the Butcher ait été introduit au début des années 2010. Donc voilà, c'est quelqu'un de controversé sur la scène pour certaines choses. C'est Mal- le catch hardcore dans ce qu'il peut y avoir de pire. Et de meilleur Ça. par moment, mais surtout dans le pire aussi. C'est ça. Et puis c'était aussi le propriétaire d'un restaurant de ribs, comme quoi on peut avoir tous les défauts. Non, c'est vrai que c'est pas un petit truc, c'est pas un petit élément, parce que c'est super connu, en fait, que il y a cette espèce de restaurant un peu chelou, il y a que des photos de lui partout, et qui apparemment fait un carton, mais enfin faisait un carton à une époque. Bah, Mais maintenant, ça fait plus de carton parce que il me semble qu'il y en a deux, un au Japon, un aux USA. Celui aux USA, il a fermé. ah Je bah sais pas comme pour quoi, celui hein. au Japon. Mais, mais oui, il y a plein d'histoires comme ça autour d'Abdullah. Il y a quasiment tout le monde qui écrit un livre qui a une histoire sur Abdullah, parce qu'il a côtoyé le monde entier, lui aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a une grosse histoire, qu'on peut comprendre qu'on va y faire apparaître sur un show d'une promotion qui référence autant l'ECW et donc un certain esprit, mais dont on aurait pu se passer de la présence quand même, sans trop de problèmes, je pense. Je crois Voilà. que c'est la définition, ce mec, c'est vraiment la définition de c'était une autre époque. Ouais, ils sont quelques-uns hein, dans Ouais, oui, il y en a dans ce certains dans lot. ce cadeau. Ouais. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un petit mot à dire sur le match? Voilà, donc Homicide et Abdullah the Butcher vont battre le Carnage Crew. Ça dure 9 minutes. Moi, j'ai noté quelques mots. C'est totalement inutile et ne le montrez pas à vos enfants. Ouais, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelque chose vraiment à dire du match. Non, Parce qu'il clairement ne pas. faut pas oublier l'après-match aussi, hein. Quand même, c'est incroyable, hein. Ah L'après-match oui. avec on va dire les jobbers qui viennent sur le ring juste pour se faire poignarder le front, quoi. C'est terrible. Oui, Ouais, parce mais que ce brave Abdullah est incapable de marcher plus de deux pas. Hein. Je veux Ah dire, ben non, vraiment, mais il il peut peut pas, pas. Hein. non. Il peut pas. ouais, Donc, sinon, si vous voulez, on peut reparler de sa legacy, vraiment, du fait qu'il apparaît dans les jeux vidéo. non, franchement, voilà, sauter sur les deux matchs avec American Dragon et le Colt Cabana CM Punk et rester loin de ce main event. Très loin. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Alors, pour juste vite fait parler de l'après-show, donc voilà, les gens se font planter par Abdullah the Butcher, c'est très bien. On va encore le revoir en coulisses après, hein, donc c'est pas fini. Finalement, il aura réussi à marcher jusque là-haut, contrairement à ce que pense Zeken. C'est vrai. On aura CM Punk et Colt Cabana notamment qui sont en train de rentrer chez eux. Euh, ils sont en voiture, si je ne me trompe pas,
où Colt Cabana va se vante un peu, de dire à quel point il est génial, et en remettre un petit peu sur la victoire qu'il a eue en début de show contre CM Punk. Et on a un CM Punk énervé qui quitte la voiture, voilà. Très certainement, on va rentrer à pied de Philadelphie jusqu'à Chicago. Et la prophétie, c'est eux qui terminent le show en se plaignant un petit peu d'avoir un match contre SAT à Final Battle, qui sera d'ailleurs un match au meilleur des trois tombés, un Two of the Free Falls match. Quelques insultes, pas super cool, des insultes un peu racistes de Donovan Morgan. Visiblement, ça fait rire encore à l'époque. Et Daniels pronostique le match, il dit qu'ils gagneront 2-0. Allez, c'est fini pour la nuit du boucher. Vite fait, si vous me pouvez donner les trois matchs à regarder, tu l'as dit un peu tout à l'heure, Zeken, trois matchs à regarder dans ce show. Bah ouais, les deux avec Danielson et le Punk Cabana. Ok. Euh, ouais, le London American Dragon, vraiment. Mm. Après, ouais, je dirais Punk Cabana et j'hésite un peu entre le Dragon Shot Collier et Xavier G-Style qui est quand même relativement solide. Donc, allez, pour compléter, je vais lâcher le Xavier G-Style. Moi, j'ai mis London contre Danielson, forcément, Cabana contre Punk aussi, et Styles contre Xavier, parce que je trouve que c'est le match le plus solide en plus de Xavier quasiment depuis le début. Des choses qu'on review. En tout cas, voilà, restez, comme l'a dit Zeken, très très loin du main event. Prochain show, on se retrouvera pour Final Battle et on terminera cette année 2002, déjà la première année entière de Ring of Honor. Comme chaque semaine, merci à tous pour vos écoutes, merci pour vos partages. Vous pouvez retrouver de toute façon le podcast sur YouTube et sur Spotify, comme tous les 15 jours à peu près. Merci Zeken, merci à toi Romain d'être avec nous. Merci à toi, à très vite au prochain numéro. Zork, merci à toi pour ta présence et merci pour t'être occupé notamment de la liste des matchs ce soir dont on n'avait pas trop envie de parler. Merci à toi en De, tout cas comme euh, chaque numéro. de rien, merci à toi, même si maintenant j'ai juste envie de faire un podcast de 2 heures sur toutes les références à Abdullah the Butcher qu'on peut trouver dans la pop culture. Oh putain. Mais Pourquoi pas. On demandera pourquoi pas. On fera peut-être un sondage sur Wrestling with mais, Honor. mais Est-ce que vous voulez voilà. Mais Abdullah the Butcher? merci de du coup me faire retomber dans certaines obsessions. Et merci donc de nous permettre de faire ce genre de choses. Merci à vous de nous écouter. On se retrouve, prochain numéro, Final Battle 2002. Donc, on finira la première année de Ring of Honor ensemble. Merci à vous pour vos écoutes et on vous dit à très bientôt. Au revoir. À plus.